BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Oui, Frédéric Durand-Bazin qui vient de nous rejoindre donc pour vous répondre à vos nombreuses questions sur notre site bfmbusiness.com. Frédéric Durand-Bazin, rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Beaucoup de questions, Frédéric. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Plein de questions, c'est parti. Première question de Michel qui nous écrit de Tours et qui s'interroge sur le PEA. Il y a au niveau des PEA des prélèvements sociaux latents. Il se demande ce que ça veut dire et quel pourrait être l'impact en termes d'ISF, pour la déclaration d'ISF notamment. Donc en fait la question de Michel, c'est de savoir s'il doit déclarer son PEA pour sa valorisation ou s'il doit déduire les prélèvements sociaux. Donc la réponse elle est claire, surtout elle est connue depuis un certain nombre d'années. Il y a eu 2 réponses ministérielles, coup sur coup, qui ont précisé que, bien entendu, il fallait déclarer son PEA pour sa valeur au 1er janvier. Il n'était pas question de déduire les prélèvements sociaux éventuels, parce qu'au jour où vous faites votre déclaration d'ISF, vous n'avez pas réalisé les valeurs sur votre plan d'épargne. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore acquitté les prélèvements sociaux. Donc on ne peut déduire de son ISF que les dettes certaines. Là, en l'espèce, ce n'est pas une dette certaine. D'accord. Pour les gens qui veulent aller un tout petit peu plus loin, c'est la réponse à monsieur Jacques Baudot, sénateur de Meurthe-et-Moselle, qui a précisé ces 2 points, une fois en 1998 et une fois en 2001. Voilà, donc c'est très clair. Les plus-values latentes, les prélèvements sociaux latents. Il faut déclarer l'intégralité de la valorisation de son PEA. De toute façon, les choses sont simples, dans la mesure où c'est votre établissement bancaire qui va vous envoyer un relevé de situation au 1er janvier. Donc il suffit de recopier cet état de valorisation. Voilà donc pour cette réponse apportée à Michel. Un petit mot de Michael qui nous interroge sur le PEA dans le domaine du mariage. Il veut savoir s'il crée un PEA pour son conjoint. Ils ne sont ni mariés ni pacsés pour l'instant. Est-ce qu'il pourra le fusionner dès le lendemain avec son propre PEA et commencer alors à faire des retraits partiels ? Quelles sont les dates qui font foi ? Bon, Michael a envie de transformer visiblement un produit individuel en produit collectif. Ouais. Bon, le PEA, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un produit d'épargne individuel. Il n'est pas possible d'en ouvrir un sous forme de compte joint, par exemple. On a le droit d'ouvrir un PEA par personne, par contribuable en fait. Dans le cadre d'un couple marié, chacun peut en avoir un. Mais c'est tout, il n'est pas possible de les fusionner. Chacun des époux, donc ce qu'on dit, peut détenir son plan, mais les personnes fiscalement à charge, elles ne peuvent pas en ouvrir. Donc c'est réservé vraiment aux personnes majeures. Pourquoi est-ce que Michael voudrait fusionner le PEA de son épouse ? Déjà, c'est un peu suspect comme opération, vous ne trouvez pas, non ? Je sais pas, je comprends pas vraiment la question. L'idée, visiblement, c'est d'ouvrir ça au nom de son épouse. Alors peut-être que lui, il a déjà un PEA qui est au plafond. Peut-être qu'il a déjà atteint les 132 000 euros. Peut-être qu'il veut ouvrir comme ça un deuxième PEA. Alors en tout cas, sur ce point-là, que Michael se rassure, François Hollande a annoncé que le plafond du PEA passerait à 150 000 euros. D'ici peu de temps, il aura même la possibilité de le gonfler de 75 000 euros supplémentaires s'il investit dans des PME ou dans des entreprises de taille intermédiaire. Mais voilà tout ce qu'on peut lui dire. Il ne pourra pas utiliser le PEA de son épouse. Oui, son époux, parce que Michael, il parle de son conjoint. On est en plein dans le mariage pour tous, là. Oui. Ah, alors en plus, mais ça ne changera strictement rien. Voilà, la loi pour le mariage pour tous ne change pas la règle du PEA. C'est vrai que forcément, il y a plein de personnes qui vont pouvoir se marier, qui forcément s'interrogent aussi sur les impacts fiscaux du mariage. Qu'est-ce qu'on peut faire de son patrimoine ? C'est l'une de ces questions. Ça en fait partie. On commence à recevoir justement après cette loi sur le mariage pour tous. Une autre question de Cédric. Cédric souhaite investir dans un garage à Lyon et mettre ce garage en location. Il vous demande si c'est le bon moment. Alors vous posez la question, est-ce que Cédric n'ose pas la poser ? C'est vous, Cédric ? Non. Alors, donc qu'est-ce qu'il veut faire, notre ami Cédric ? Il veut investir dans un garage à Lyon. Un garage à Lyon, il se demande si c'est le bon moment pour acheter un garage et pour le mettre en location, vu l'évolution des prix de l'immobilier. Alors, investir dans un parking ou un garage, c'est plutôt une bonne idée, parce qu'en général, les rendements sont un petit peu supérieurs au rendement du locatif pur, du logement. Alors, plus spécifiquement sur Lyon, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix font un peu quand même le grand écart. On est allé regarder un petit peu les dernières données. Le prix d'un emplacement de parking, ça va de 10 000 à 30 000 euros. Voilà, du simple au triple. Mais toujours en fonction du montant que vous y mettez, vous aurez quand même un rendement intéressant, c'est de l'ordre de 5,5 à 7% sur Lyon. Donc c'est plutôt assez séduisant
pour le coup, parce que vous investissez peu, vous avez un rendement attractif, mais comme pour tout type d'investissement, il faut quand même s'entourer d'un certain nombre de précautions. Alors, bien entendu, la première chose à regarder, comme quand vous achetez un logement, c'est regarder l'environnement. Alors, cette fois, ce qui est intéressant, c'est de savoir si, dans l'emplacement où vous achetez votre parking, est-ce qu'il y a beaucoup d'immeubles neufs, par exemple. Ça, c'est un indice intéressant parce que vous savez que depuis de nombreuses années, il y a une obligation qui est faite aux constructeurs de livrer un logement avec nécessairement 2 parkings. Et s'il ne le fait pas, il paye on va dire une amende, en fait c'est une compensation pour pouvoir financer des parkings collectifs. Donc ce qui veut dire que dans les quartiers où il y a beaucoup d'immeubles neufs, il y a quand même de fortes chances à ce qu'il y ait beaucoup de parkings. Donc plus il y a de parking, c'est toujours le jeu de la loi de l'offre et de la demande, plus il y a de parking et moins vous aurez la possibilité de louer votre parking cher, on va dire. Donc ça c'est la première chose à regarder. Deuxième chose à regarder, c'est regarder plus spécifiquement l'endroit où vous achetez le parking, les services qui sont offerts autour. Est-ce que vous êtes dans un lotissement où il y a un gardien, un code d'accès? Donc globalement, est-ce que le parking est sécurisé? Donc s'il est sécurisé, il est sûr que votre futur locataire sera plus enclin à le louer chez vous plutôt qu'ailleurs. Dernier point à regarder, c'est est-ce que l'emplacement est facilement accessible? Donc a priori, on va préférer quand même les parkings qui sont en premier, voire deuxième sous-sol maximum. Plus bas, ça se loue moins bien. Ah bon? Ouais, parce qu'il y a plus de manœuvres à faire. Donc c'est plus compliqué. Oh là là, c'est fatigant. Non, mais c'est vraiment des choses à prendre en compte. De même que vous louerez plus facilement un emplacement de parking qui est près de la rampe d'accès plutôt que celui qui est au fond, fond du parking, loin de la rampe d'accès. Pourtant, la voiture, elle est plus tranquille, elle est tout au fond, là, personne ne vient l'embêter. Mais justement, voilà. elle est peut-être du coup moins surveillée. Donc peut-être que les risques de vol sont plus importants. Et puis dernière chose à regardez la date de construction de la copropriété. Si vous êtes dans une copropriété qui a été construite dans les années 60, il y a des chances que les rampes d'accès et les accessions soient moins larges que dans les immeubles modernes. Correspondent plus aux Donc vous ne pourrez plus rentrer votre Hummer ou votre 4x4. Cédric, le Hummer, il faudra le mettre ailleurs. Ouais. Et les prix des parkings évoluent comme les prix de l'immobilier? Oui, globalement, ça bouge à peu près dans la même fourchette. Par contre, il faut savoir que c'est un micro-marché par rapport au logement. Quand vous louez ou quand vous achetez 10 logements, vous échangez un seul parking, par exemple. C'est cet ordre d'idée. Dernier point à savoir, bien sûr, la fiscalité. Vous serez soumis à la fiscalité des revenus fonciers. Oui. Donc là, plus vous êtes taxé, plus vous paierez. C'est bien, vous venez de nous donner un mode d'emploi là, pour investir dans un parking. Simplement, la question de Cédric, c'est de savoir si c'est le bon moment. Parce que lui, il nous dit, si c'est pas le bon moment, pas de problème, j'ai 15 000 € à placer, je les place ailleurs. C'est toujours le bon moment. Il suffit de trouver le bon parking. Mais c'est toujours le bon moment. De toute façon, investir dans l'immobilier, c'est toujours le bon moment. On est bien d'accord. Parce que c'est quelque chose qui se valorise, parce que les taux sont bas. Un message personnel, ça. Et puis, si vous achetez pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas l'argent, vous attendez, sachez que de toute façon, ça va se valoriser et peut-être que dans plusieurs années, ça vaudra plus cher qu'aujourd'hui. Et finalement, vous aurez peut-être fait une bonne affaire à acheter maintenant. Allez, on marque une petite pause. Et une question de José qui doit s'arracher les cheveux sur sa déclaration d'impôt puisqu'il nous parle même des cases précises qu'il souhaite ou qu'il pense devoir remplir. En clair, il s'interroge sur les gains réalisés sur le marché des options aux États-Unis. Est-ce que c'est considéré comme un revenu ou comme une plus-value? En clair, niveau fiscal, est-ce qu'il doit remplir la 2TS ou la 3VG? On parle de la feuille d'impôt, bien sûr. C'est une question hyper précise, effectivement. Alors la réponse le sera aussi. Mais la réponse le sera tout autant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les profits qui sont réalisés sur les marchés boursiers à l'étranger par des contribuables français, donc domiciliés sur le territoire français, sont imposés dans les mêmes règles que ceux réalisés en France. Donc, en fait, ça concerne 3 types de marchés. C'est les marchés à terme, c'est les marchés d'options négociables et c'est les marchés de bons d'options. Donc en l'espèce, sur l'opération réalisée par José, je vais lever le suspense. Il va falloir qu'il remplisse la ligne 3VG. Bon. Parce que c'est imposé dans la catégorie des gains et profits et pas dans celle des revenus de capitaux mobiliers. Cette dernière catégorie, elle concerne la case 2TS. Donc ça pourra concerner l'ensemble de nos auditeurs. Vous ne mettrez dans la case 2TS que les revenus de valeur mobilière et de distribution qui n'ouvrent pas droit à l'abattement de 40%. C'est-à-dire ce qu'on trouve notamment, c'est les SIC, donc les sociétés foncières, les SPICAV et les revenus d'emprunt d'État. Là, vous n'avez pas le droit à l'abattement.
Alors, il y a 2 petites précisions quand même que José doit savoir. La première, c'est qu'il ne suffira peut-être pas de remplir la 3VG, donc cette fameuse case. S'il a réalisé d'autres opérations boursières dans l'année, il faudra qu'il remplisse la déclaration 2074, qui est la déclaration spécifique pour les opérations boursières. Par contre, s'il n'a rien réalisé d'autre, s'il n'a fait que des opérations sur les marchés d'options aux États-Unis, il pourra se contenter de remplir la 2042. Bon. Dernier point, réaliser des opérations sur le marché des options aux États-Unis, c'est quand même quelque chose d'assez pointu. Donc il peut y avoir éventuellement le soupçon de la part de l'administration fiscale du fait que José réalise ses opérations à titre habituel. Donc si c'est le cas, donc à titre habituel, on va regarder la fréquence et le montant des opérations. Donc si c'est le cas, José en fait il ne sera pas du tout imposé comme on vient de l'indiquer. Donc il règle tout. Et en fait il sera imposé comme un professionnel dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Donc c'est à lui de regarder s'il a fait ça de manière exceptionnelle ou de manière habituelle. Bon. Et voilà. La césure, elle se fait à l'appréciation de chacun. C'est celle du fisc surtout. Oui, non. Donc oui, non. Il n'y a pas de seuil, enfin je veux dire, vous nous dites pour un certain montant. Je n'ai même pas dit pour un certain montant, Ah bon, parce qu'en général, ça c'est le fisc qui dit ça. Non, je n'ai même pas dit pour un certain montant, c'est en fonction... tellement pensé. Vous l'avez tellement pensé que j'ai entendu. C'est en fonction en fait, de la récurrence des opérations. D'accord. C'est un peu la limite entre j'exerce mon droit d'épargnant et je vais chercher les marchés les plus efficaces ou les plus efficients, et puis non, je fais ça de manière habituelle parce que c'est... S'il le fait une fois par mois, ça va. S'il le fait tous les jours, s'il le fait tous les jours et qu'éventuellement c'est la principale source de revenus, là, ça fera pas de doute. Hein. Bon, ben voilà. Il faut cocher la 3G, la 3VG, pardon. Non, la 3VG, c'est autre la chose. 3VG, sauf si c'est habituel. Voilà. Voilà, et puis la 3G c'est bien quand même, et la 4G même. Ouais, Allez, on la poursuit 4G. avec une question de Georges, toujours sur notre site bfmbusiness.com. Son avocat lui a proposé le mécanisme d'apport-cession à travers une holding. Ah oui, il lui reste, vous avez l'air peiné, et il lui reste maintenant 60 000 euros. Il se demande s'il peut placer ces 60 000 euros en bourse. Vous avez l'air affligé par cette question, Frédéric. Non, pas du tout. Bon, la question, c'est vraiment savoir ce qu'il va faire des sommes qui lui restent. Hein. En fait, c'est à partir du moment où c'est son argent, non, il en fait ce qu'il en veut, donc il peut le placer comme il le veut. On avait déjà répondu la semaine dernière à comment placer aujourd'hui une somme d'argent pour du court terme. Je vous renvoie à ce qu'on s'était dit la dernière fois. L'idée, c'est de profiter éventuellement des taux promotionnels des comptes des établissements bancaires, des comptes en ligne. Là, aujourd'hui, on peut avoir du 5,5, hein, donc c'est plutôt une bonne affaire. À partir du moment où on décide de rester sur du 4 mois, au-delà, les taux vont un peu baisser. Après, s'il a envie de prendre un peu plus de risques, alors, ça va être un peu contrariant par rapport à ce que disent certains de vos chroniqueurs avant moi, mais comme on voit le marché aujourd'hui du CAC qui évolue aux alentours de 4000 points, on peut imaginer qu'il continue sa progression. Et bon, c'est peut-être une bonne idée cette année d'investir sur les marchés. Oui, il n'est peut-être pas trop tard. Et non, il n'est jamais trop tard, sauf quand c'est trop tard. C'est ça. Et bien voilà des réponses extrêmement concrètes à toutes vos questions. Hein. Nos réponses et les questions de Frédéric Durand-Bazin à vos questions. C'est chaque semaine, chaque mardi, Frédéric Durand-Bazin, rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Frédéric, on vous remercie. À la semaine prochaine. Et on se retrouvera avec grand plaisir en effet la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bon retour. Et pour nous écrire, vous pouvez le faire sur notre site internet bfmbusiness.com ou bien encore sur notre mail intégral placement au pluriel @bfmbusiness.fr ou bien enfin en nous suivant sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter @intplacement avec un S à la fin. Voilà, vous savez tout.